Dans cette formation VBA Excel, je vous propose de concevoir une application fort intéressante qui consiste à remplacer des termes recherchés par des termes de remplacement dans tous les fichiers qui sont situés dans un dossier à désigner par un bouton dossier. Et pour ce faire donc, je vous propose un classeur source au téléchargement, mais pas seulement. Il est accompagné de pas mal de ressources, dont une page web HTML que nous allons pouvoir utiliser pour justement réaliser les effets de ces remplacements massifs à la volée en temps réel, tout simplement parce que cette page web affiche par défaut un lien d'une ressource externe qui est encore mal travaillée, mal retaillée et qui nécessite quelques modifications. C'est la raison pour laquelle, dans les sources que vous téléchargerez, il y a un sous-dossier cache dans lequel figurent tous les fichiers de base de connaissances que nous avons utilisés dans les formations précédentes, et en l'occurrence, l'un d'entre eux, le premier, est un fichier HTML qui sert de source justement pour le chargement de cette page. Il y a des balises dans ce fichier qui sont mal formées, mais on pourrait envisager de faire ces modifications sur tout autre type de fichier de type texte, de fichier Word, ou encore n'importe quel autre type de fichier. Pour bâtir cette application et donc constater, comme je vous le disais, les effets visuels en temps réel, nous partons de ce classeur source. La première chose que nous devons faire est de pouvoir coder ce bouton dossier qui permettra de désigner l'emplacement dans lequel se situe le traitement à réaliser. En l'occurrence, ce sous-dossier cache. Constatez que dans la colonne L sont prévus certains termes à rechercher et les termes de remplacement de manière à pouvoir automatiser quelque peu les manipulations que nous allons faire ensemble. Commençons par coder le bouton dossier. Pour ce faire, nous activons le ruban développeur, nous basculons en mode création de manière à pouvoir double-cliquer sur notre bouton dossier afin de générer la procédure événementielle chemin clic, car chemin est le nom de notre bouton. Clic signifie que le code va bien se déclencher au clic sur le bouton. Le principe est de pouvoir offrir à l'utilisateur une boîte de dialogue lui permettant de désigner le dossier dans lequel il faut travailler. Pour ce faire, il est nécessaire qu'une référence soit ajoutée. Menu outils, rubrique référence. Cette référence, comme vous le savez, nous l'avons déjà énoncée dans une formation précédente, est la librairie Microsoft Office 16.0, Object Library. Le numéro ici dépend de la version de votre système d'exploitation, donc elle n'a pas d'incidence. Puisque cette référence est ajoutée à notre projet, dès lors nous pouvons piloter les boîtes de dialogue standard de Microsoft Windows. Et c'est la raison pour laquelle nous allons commencer par déclarer une variable objet bdialog pour boîte de dialogue comme un office. Ça, c'est la classe avec sa propriété file dialog, ou plutôt sa collection. Et ainsi, nous avons déclaré notre variable bdialog comme un objet permettant de piloter les boîtes de messages, les boîtes de dialogue de Windows. Je vous rappelle que cette déclaration a été rendue possible par l'ajout de la référence. Et dans la foulée, de fait, nous allons ajouter la déclaration d'une autre variable chdossier que nous déclarons comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, tout simplement parce que nous allons y mémoriser le chemin d'accès à ce dossier désigné pour y effectuer le traitement de recherche et de remplacement de toutes les occurrences désignées par le biais de cette petite application VBA Excel. Et de fait, nous devons dans la foulée, comme il est de coutume désormais dans nos développements, erreur générée comme toujours du fait que je quitte la ligne en cours pour aller prélever mon nom de variable objet existant, donc nous devons instancier la classe permettant à notre objet bdialog d'hériter des propriétés et méthodes permettant de piloter les boîtes de dialogue standard. Et c'est notre objet VBA application qui, associé à sa méthode du fait, encore une fois, de la référence qui a été ajoutée, permet, comme vous le constatez, d'appeler
nous allons le refaire, comme ceci ce sera beaucoup plus clair. Sa propriété FileDialog qui nécessite un paramètre pour savoir quel est le type de boîte de dialogue que nous souhaitons enclencher, et dans les paramètres qui sont proposés naturellement par IntelliSense, nous allons choisir le folder picker tout simplement, car il s'agit du type de boîte de dialogue permettant de désigner un dossier simplement par clic. Tant qu'à faire, et pourquoi pas, nous pourrions commencer justement à paramétrer notre boîte de dialogue, puisque elle vient d'hériter des propriétés et méthodes des boîtes de dialogue standard Windows, comme par exemple sa propriété title qui permet de spécifier un titre, et par exemple ici le titre que nous constaterons à l'exécution pourrait être sélectionner un dossier à traiter ou à parcourir. Pour plus d'ergonomie donc. Dans la foulée, le but du jeu est de pouvoir s'assurer que l'utilisateur a bien désigné un dossier et ne s'est pas échappé en cliquant sur le bouton annuler. Et donc, notre objet boîte de dialogue, donc l'erreur usuelle du fait que nous quittions la ligne de code, notre objet boîte de dialogue propose une méthode show qui, comme son nom l'indique, va permettre d'afficher la boîte de dialogue à l'écran. Si la valeur retournée par cette boîte de dialogue à validation vaut -1, eh bien cela signifie que effectivement un dossier a bien été sélectionné. Et s'il a été sélectionné, eh bien cela signifie que on peut le traiter. Donc nous n'oublions pas de borner notre instruction if par un mdiff. Il s'agit en effet d'affecter notre variable qui avait été prévue à cet effet, à savoir chdossier. Désormais, grâce à une des propriétés de notre objet bdialog, qui permet de réceptionner ce chemin d'accès grâce à sa propriété selectedItems, à laquelle nous allons passer le paramètre 1, car la boîte de dialogue pourrait permettre de sélectionner plusieurs éléments à la fois. Encore faut-il le paramétrer dans ses propriétés, chose que nous n'avons pas faite. Si bien que nécessairement, le seul élément que nous allons pouvoir désigner sera le premier. C'est ainsi que fonctionne cette boîte de dialogue. Du coup, nous allons pouvoir inscrire cette valeur ainsi réceptionnée dans la cellule qui est prévue à cet effet, et la cellule prévue à cet effet est la cellule B6. Tant qu'à faire, nous pouvons utiliser notre objet VBA range et passer directement la référence de la cellule en paramètre et entre double cotes, accéder à son contenu par sa propriété value et lui affecter ce que nous avons mémorisé dans notre variable chdossier en retour de l'action de l'utilisateur par le biais de la boîte de dialogue. Si nous devions déjà faire un test à titre de confirmation à ce stade, qu'en est-il? Nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre feuille Excel. Bien sûr, pour pouvoir cliquer sur notre bouton, il faut désactiver le mode création, ce que nous faisons depuis le ruban développeur, et nous cliquons sur notre bouton dossier pour constater en effet que, comme vous le remarquez, notre boîte de dialogue se déclenche, et en l'occurrence ici, il s'agit de désigner le chemin d'accès qui permet d'accéder à ce sous-dossier cache que je vous ai montré tout à l'heure. Une fois qu'il est désigné, lorsque nous validons, grâce à l'affectation de la variable chdossier, nous pouvons affecter le contenu de la cellule B6 et vous constatez que le chemin d'accès complet au dossier pour le traitement que nous allons mettre en œuvre est désormais mémorisé. Si bien que il s'agit maintenant de nous soucier du bouton démarrer. L'objectif, dans un premier temps, avant de lancer les traitements, va consister à nous assurer que les termes ici ont bien été saisis, ce qui signifie que les cellules B9 et B11 respectivement ne doivent pas être vides. Donc, nous basculons de nouveau en mode création, nous double-cliquons sur notre bouton démarrer de manière à générer la procédure événementielle démarrer clic, et puis ici, pas de variable tout simplement parce que très vite cette procédure va passer la main à d'autres procédures de traitement, mais dès lors que des tests auront bien été validés. Et en l'occurrence, le premier, comme je vous le disais, consiste à vérifier que le contenu de la cellule B9 que nous désignons grâce à l'objet range, propriété value,
pour accéder à son contenu n'est pas vide. Si son contenu est vide, égale guillemets, then, alors, eh bien, nous devons en informer l'utilisateur et puis surtout, stopper le traitement. Pour en informer l'utilisateur, rien de plus simple qu'une fonction VBA MSGBox, boîte de dialogue, et on va lui demander de spécifier un terme de recherche. Vous devez spécifier un terme de recherche, tout simplement. De la même façon, alors ce n'est pas fini puisque, bien entendu, nous ne devons pas nous contenter de lui afficher le message, faut-il encore quitter le traitement, donc instruction exit sub pour mettre fin à l'exécution du code. Et dans le même temps, bien entendu, nous devons nous assurer, comme je vous le disais, nous l'avons vérifié, que la cellule B11, elle aussi, porte bien un contenu. Si son contenu est vide, eh bien à ce moment-là, alors je m'aperçois, j'ai fait une petite faute d'orthographe, vous devez spécifier un terme de recherche, et ici, vous devez spécifier un terme de remplacement. Voilà, ces tests étant réalisés, eh bien nous pouvons peut-être les tester dans un premier temps pour nous assurer qu'ils sont fonctionnels. Après avoir désactivé le mode création de retour sur notre feuille, lorsque nous cliquons sur le bouton démarrer, vous devez spécifier un terme de recherche. Si nous tapons effectivement une information dans la cellule B9 et que nous cliquons sur démarrer, comme vous le remarquez, c'est l'autre message qui se déclenche puisque la condition n'était plus vérifiée pour le premier if, et de fait, l'exécution se stoppe de la même façon. Si nous tapons un terme dans la cellule B11, eh bien vous constatez qu'au clic, désormais, plus rien ne se produit. Ça veut dire que le code pourra poursuivre son exécution. Et son exécution, quelle est-elle? Eh bien, il s'agit d'appeler, comme je vous le disais, des procédures que nous allons coder, car par esprit de structure, c'est plus conventionnel et on va dire plus propre en termes de codage. Nous allons appeler des procédures que nous nommons respectivement nettoyer et traiter dossier. La première porte bien son nom, comme la deuxième d'ailleurs. La première consiste à purger les cellules Excel qui auraient été potentiellement inscrites par une précédente action de traitement, parce que entre les colonnes G et I, comme vous le constatez, il y a des cellules qui sont prévues pour informer en temps réel l'utilisateur des manipulations en cours par le code, à savoir quels sont les fichiers qui sont passés en revue, qui sont traités et pour lesquels le remplacement potentiellement et éventuellement a échoué. Cela signifie qu'à partir de la ligne 8 de cette feuille, eh bien, tant que le contenu détecté est non vide, nous devons purger les cellules pour réinitialiser le contenu afin de procéder à de nouveaux remplacements. Ça, c'est pour débuter. Ensuite, effectivement, traiter dossier va permettre de parcourir l'ensemble des fichiers dans le cache pour faire ces remplacements à la volée. Donc nous allons créer tour à tour dans notre module 1. Donc nous double-cliquons dans l'explorateur de projet sur notre module 1. Nous créons tout d'abord notre procédure nettoyer à validation. Comme VBA est très souple, forcément, il vient borner cette instruction. Nous allons ajouter en en-tête de code instruction option explicite désormais bien connue qui va nous permettre de nous assurer de n'oublier aucune déclaration ni aucun typage de variable. Et dans la foulée, nous allons donc créer notre procédure sub traiter dossier. Désormais, donc, comme les appels sont faits, ces deux procédures sont appelées. Nous allons commencer par la première qui est triviale, comme je vous le disais, nous ne sommes pas encore dans le vif du sujet, mais il s'agit tout simplement de nettoyer les cellules qui potentiellement auraient été remplies par un précédent traitement. C'est la raison pour laquelle, comme nous le faisons souvent désormais, nous déclarons deux variables, ligne et colonne, comme des integers, c'est-à-dire des entiers, qui permettent de passer en revue, comme leur nom l'indique, les lignes et les colonnes de la feuille Excel en initialisant l'indice de ligne à 8, car comme je vous le disais, c'est à partir de ce point que commence l'énumération des cellules dans lesquelles nous allons écrire. Et comme nous le faisons souvent désormais, la boucle qui permet de poursuivre son traitement tant que le critère est vrai est la boucle while, ça veut dire que ces bornes ne sont pas définie à l'avance, et en l'occurrence ici, il s'agit de vérifier si la cellule, alors pour en avoir le cœur net, nous allons juste quitter le code un instant, en l'occurrence ici, comme vous le constatez, c'est bien la ligne 8 et la colonne G, A, B, C, D, E, F, G, ça veut dire l'indice de colonne 7. C'est ainsi
grâce à l'objet cells, que nous le désignons ligne, car c'est une variable qui va progresser, colonne indice set, donc nous venons de le confirmer, point value propriété de l'objet cells. Pour accéder à son contenu, le critère consiste à vérifier si cette cellule n'est pas vide. Vous savez que nous bornons une boucle while par le mot-clé when et qu'à l'intérieur, il ne faut jamais oublier d'incrémenter la variable qui sert à la boucle, car sinon nous ne progressons jamais, nous sommes dans une boucle infinie et donc qui ne fait aucun traitement. Le principe dans cette boucle, donc à partir de ce point de départ, pour la ligne 8 et la colonne 7, est de nous assurer que, eh bien, si la cellule n'est pas vide, nous devons la vider, mais pour les colonnes qui vont de G, c'est-à-dire de 7, à I, donc à 9. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, comme nous connaissons les bornes, nous utilisons une boucle for pour faire varier la variable colonne de l'indice 7 à l'indice 9. Donc ce sont des instructions que nous avons utilisées et démontrées à maintes reprises ensemble dans toutes les formations VBA Excel que nous avons faites. Et donc pour la ligne en cours, pour les colonnes de 7 à 9, eh bien, si la cellule avait été détectée comme non vide, nous souhaitons la purger de son contenu, donc nous la désignons par son indice de ligne et par son indice de colonne. Nous accédons à son contenu par la propriété value que nous affectons à deux guillemets, tout simplement pour la remplacer par une chaîne vide, c'est-à-dire un contenu vierge. Lorsque nous revenons sur la feuille Excel et pour démarrer une petite illustration, nous allons inscrire ici des valeurs de test temporaires et puis cliquer sur le bouton démarrer qui devrait enclencher les fonctions du fait que des termes de recherche et de remplacement ont été définis. Nous cliquons sur le bouton démarrer, comme vous le constatez, instantanément. Grâce à cette petite routine intermédiaire, nous avons parfaitement purgé la feuille qui est désormais prête à recevoir les prochains éléments, et en l'occurrence, les prochains éléments vont concerner ces extractions dues au traitement que nous allons réaliser. Il s'agit comme toujours dans notre procédure traité dossier, qui est elle aussi appelée, suite à l'appel de la procédure nettoyée, d'initialiser, de déclarer nos variables, en commençant par une variable fort logiquement que nous appelons nom dossier et que nous typons comme un string, puisque l'objectif est de pouvoir récupérer et désigner le chemin d'accès au sous-dossier dans lequel se trouvent tous ces fichiers. Nous allons déclarer une variable fichier que nous déclarons comme un objet, car je vous rappelle que nous allons devoir instancier une classe permettant de manipuler les fichiers et les dossiers présents sur le disque du système d'exploitation. De la même façon, et comme nous le faisons à chaque fois, nous déclarons une variable le dossier, une variable que nous nommons chaque fichier, et vous constatez que nous ne les typons pas, car elles vont être typées à la volée. Très important ici, nous l'avons présenté dans la formation précédente, une variable que nous nommons flux lecture, elle aussi pas encore typée, qui va permettre tout simplement d'instancier une classe permettant d'accéder au contenu des fichiers en définissant le type d'encodage, de manière à ce qu'il n'y ait pas de souci sur les accents, car en l'occurrence, l'encodage des fichiers auxquels nous accédons est l'UTF-8. Nous allons y accéder d'ailleurs en lecture comme en écriture, grâce à cet objet. Nous avons besoin fort logiquement d'une variable ligne, de nouveau, car je vous rappelle que bien que nous l'ayons déclaré dans la procédure précédente, eh bien, sa durée de vie était limitée à la procédure précédente, donc elle est morte à ce stade, nous devrons la redéclarer, tant mieux, parce que sinon elle aurait été incrémentée. Une variable que nous nommons le fichier, que nous déclarons comme un string, et vous allez comprendre l'intérêt de toutes ces variables nécessaires au fur et à mesure, contenues tout simplement pour traiter le contenu de chacun des fichiers texte que nous allons traiter pour chercher le terme et pour le remplacer, et très logiquement, nous déclarons aussi une variable cherchée, et bien tout simplement pour mémoriser le terme saisi dans la cellule par l'utilisateur qu'il va falloir trouver dans chacun des fichiers, et puis une variable que nous nommons remplacer comme un string pour justement le terme qui servira à remplacer celui qui est cherché. Le nom du dossier, on le connaît, il s'agit donc de la variable nom dossier, encore une fois,
pour ne pas risquer des erreurs de reproduction de noms de variables, je préfère réaliser un copier-coller. Eh bien, il s'agit de désigner la cellule B6 dans laquelle nous avons mémorisé cette information. Range B6.value pour accéder à son contenu, le récupérer et donc l'affecter à notre variable nom dossier. Dans la foulée, eh bien, nous pouvons affecter de la même façon, tiens d'ailleurs, nous allons en profiter pour répliquer ce code, nos variables chercher et notre variable remplacer, puisque l'information à rechercher se situe, nous l'avons vu, en cellule B9, et l'information de remplacement se situe en cellule B11. Suite à ça, bien sûr, nous initialisons comme précédemment notre indice de ligne sur la ligne 8, puisque c'est la ligne à partir de laquelle nous allons devoir commencer à réaliser l'inscription des noms de fichiers que nous sommes en train de traiter tour à tour. Et comme je vous le disais, et comme nous l'avons fait à maintes reprises, pour pouvoir accéder aux fichiers et aux dossiers présents sur le disque, il faut instancier la classe grâce à la précieuse fonction VBA qui se nomme createObject, que nous avons utilisé là encore à maintes reprises, et à laquelle il faut passer strictement le paramètre scripting file system object sans se tromper. Alors comme je commente et que je vais vite en même temps, je vais m'assurer que je n'ai fait aucune erreur. Scripting me semble correct, file system object aussi. Donc cela signifie que l'on peut poursuivre. Je vais compiler à ce stade pour vérifier que toutes les variables déclarées sont en bonne et due forme, et dans la foulée, donc puisque nous avons instancié cette classe, eh bien notre objet fichier a hérité des propriétés et méthodes, et en l'occurrence, comme vous le constatez, dans la foulée, nous avons une méthode qui se nomme getFolder, et comme son nom l'indique en américain, qui permet de pointer, de récupérer un dossier. Et ce dossier, faut-il encore le passer en paramètre, il est mémorisé dans la variable nom dossier, ce que nous faisons donc dans la foulée avec la variable que nous avions prévue à cet effet. Nous en profitons puisque suite aux déclarations viennent les affectations pour terminer les affectations avec notre objet flux lecture qui, comme je vous le disais, doit lui aussi instancier une classe. Je vais quitter donc générer une erreur grâce à notre fonction précieuse VBA qui se nomme createObject et à laquelle, cette fois-ci, nous allons passer un autre paramètre, celui-là même que nous avons utilisé lors de la formation précédente, addodb.stream, qui permet tout simplement de piloter les fichiers externes pour récupérer leur flux stream afin de pouvoir définir leur encodage. Et dans la foulée, notre objet flux lecture a donc hérité des propriétés et méthodes, et en l'occurrence, la propriété char7 va nous permettre de définir une bonne fois pour toutes le type d'encodage utilisé par ces fichiers qu'il faut respecter et qu'il faudra restituer de même à l'écriture. Il s'agit désormais donc de pouvoir parcourir chacun des fichiers contenus dans le dossier désigné. Je vous rappelle que nous avons désigné tout à l'heure, avec la boîte de dialogue, le sous-dossier cache. C'est la raison pour laquelle nous utilisons une boucle for each, là aussi utilisée à maintes reprises dans nos formations, qui, comme son nom l'indique, permet de parcourir chacun des éléments dans un groupe d'éléments. Et c'est la raison pour laquelle nous exploitons notre variable chaque fichier non typé qui va se typer à la volée en fonction du type défini à droite du mot-clé in grâce à la propriété files, désormais de notre objet le dossier, qui permet de retourner une collection. Cette collection, quelle est-elle? Eh bien, il s'agit tout simplement de l'ensemble des fichiers contenus dans notre dossier, celui que nous pointons par cette méthode. Alors, je m'assure que j'ai bien respecté l'ensemble des noms de mes variables. Ici, j'ai bien le dossier que nous avons affecté précédemment avec sa propriété files, donc, qui permet de renvoyer la collection qui représente l'ensemble des fichiers contenus dans le dossier ainsi désigné. Dès lors, puisque notre boucle est ainsi initialisée, nous allons tour à tour pouvoir passer en revue l'ensemble des fichiers. La première chose à faire est de pouvoir reconstituer les noms de fichiers. Donc, nous exploitons notre variable le fichier que nous avions
déclaré à ce titre, qui consiste à concaténer le chemin d'accès qui est reconnu sous le nom de variable non dossier. Donc je vais aller le récupérer une fois encore. Nous générons une erreur, c'est un petit peu embêtant dans VBA. D'ailleurs, nous pourrions le paramétrer pour qu'il ne le fasse plus. Mais bon, on va dire que c'est une sorte de sécurité. À ce nom de dossier, donc, nous allons ajouter effectivement entre double cote un anti-slash, puisqu'il faut accéder à l'intérieur de ce dossier pour pouvoir pointer sur un fichier. Et désormais, comme notre objet, chaque fichier, a hérité des propriétés permettant de manipuler les fichiers, eh bien, il y a une propriété qui s'appelle name, qui permet tout simplement de retourner le nom du fichier. Nous allons réinitialiser notre variable contenu sur du vide, guillemets, car si nous avions réalisé un traitement précédent, et c'est le cas, nous sommes dans une boucle, le contenu va être chargé tour à tour pour tous les fichiers que nous allons passer en revue. Il s'agit de le vider avant de pouvoir le remplir de nouveau. Ce que nous faisons donc dans la foulée, grâce à notre objet flux lecture qui, comme je vous le disais, permet d'accéder au flux de ces fichiers. Tout d'abord, nous l'avons vu dans la formation précédente, la méthode open, qui permet tout simplement de dédier un emplacement mémoire, car cet accès se fait en mémoire. Dans la foulée, eh bien, nous exploitons sa méthode load from file, qui, comme son nom l'indique, elle est on ne peut plus explicite, permet de charger le contenu d'un fichier en mémoire, donc précisément. Pour pouvoir le travailler, faut-il encore désigner effectivement ce fichier en paramètre, et ce fichier est reconnu sous le nom le fichier, donc nous lui passons directement ce paramètre. Et puis, une fois que ce fichier a été chargé en mémoire, le but du jeu est de pouvoir réceptionner son contenu, puisque, comme vous le savez, nous devons remplacer un terme par un autre pour l'ensemble des fichiers, qu'il y en ait 10, qu'il y en ait 1000, qu'il y en ait 10 000. C'est tout l'intérêt de l'application que nous sommes en train de construire. Et donc, notre objet flux lecture, qui a instancié cette classe et qui a hérité des propriétés et méthodes, propose de fait une méthode qui se nomme readText et qui est très intéressante parce que elle permet de réceptionner l'intégralité du contenu du fichier ainsi chargé en mémoire. Puisque nous avons affecté notre variable contenu du contenu précisément du fichier, eh bien, il est temps, et surtout il ne faut pas oublier, de fermer notre objet, c'est-à-dire de libérer les ressources, de décharger ce contenu de la mémoire grâce à sa méthode close. Du coup, eh bien, dans la foulée, nous allons tout simplement commencer les manipulations. Le but du jeu est de retravailler ce contenu pour remplacer toutes les occurrences qui sont définies en cellule B9 par le terme défini en cellule B11 reconnue sous les noms de variables. Et pour ce faire, donc, comme vous le savez, nous pouvons exploiter la fonction VBA replace qui, lorsque nous ouvrons la parenthèse, demande quel est le terme, la chaîne de caractères dans laquelle nous souhaitons effectuer ce remplacement en premier paramètre. Il s'agit de notre variable contenu. Nous souhaitons remplacer quoi? Eh bien, nous souhaitons remplacer ce qui est cherché, reconnu sous le nom de variable cherché. Nous souhaitons le remplacer par quoi? Eh bien, nous souhaitons le remplacer, ce qui est reconnu sous le nom de variable remplacé désormais. Donc, suite à ça, normalement, les modifications sont faites, car contrairement à JavaScript, la fonction replace en VBA Excel permet de remplacer non pas une occurrence, mais toutes les occurrences ainsi trouvées. Donc, nous devons accéder de nouveau à notre fichier texte, mais pour l'écrire cette fois-ci, grâce à notre objet flux lecture. Donc, nous le rouvrons pour pouvoir dédier un emplacement en mémoire, sauf que derrière, nous ne chargeons pas le contenu, puisque nous souhaitons écrire ce que nous venons de transformer. Et donc, associé à notre objet flux lecture, il y a désormais une méthode qui se nomme writeText, qui, comme son nom l'indique, permet d'écrire un contenu dans un premier temps en mémoire. Ce contenu, ça tombe bien, est reconnu sous le nom de variable contenu. Faut-il encore, puisque là cette inscription s'est faite en mémoire, sauvegarder, enregistrer physiquement sur le disque ce contenu?
cet objet propose désormais une méthode qui se nomme Save to File. Quel est le nom du fichier? Il faut le désigner en premier paramètre sous lequel nous enregistrons ces modifications, avec un paramètre qui permet de confirmer l'enregistrement sans message, et nous fermons notre objet flux lecture grâce à sa méthode close. Dans la foulée, puisque vraisemblablement à ce stade nos interventions, nos modifications sont un succès, eh bien il s'agit effectivement de pouvoir retranscrire les manipulations tour à tour dans les cellules qui sont prévues à cet effet. Il y a donc la cellule qui est située en colonne 7, reconnue par son indice de ligne initialisé sur la 8e pour commencer. Nous accédons à son contenu par sa propriété value et nous allons tout simplement l'affecter du nom de fichier. Je vous rappelle, variable chaque fichier et propriété name. Et nous allons faire de même pour affecter la colonne qui est à côté, car il s'agit bien de la colonne 9, car il s'agit d'une cellule fusionnée en 7 et 8, et pour indiquer que tout s'est passé comme il le fallait. Nous pourrions intégrer une gestion d'erreur en cas de souci pour en informer l'utilisateur, mais à ce stade, nous allons au plus direct et au plus juste. Et bien entendu, il s'agit aussi de pouvoir incrémenter cette variable à chaque fois que l'inscription est un succès, sinon nous allons toujours écrire en lieu et place, c'est-à-dire au même endroit. En dehors de notre boucle next for each, une fois que le traitement est terminé, tous les objets que nous avons utilisés, nous allons les décharger, nous allons les détruire grâce au mot-clé set et en les affectant à la valeur nothing comme nous le faisons à chaque fois pour coder proprement et décharger toutes les ressources de la mémoire. Donc, nous allons dans l'enchaînement nous occuper de notre objet flux lecture, de notre objet le dossier, et puis de notre objet, puisqu'il y en avait encore un autre, fichier. Et ensuite, donc, il s'agit à ce stade de pouvoir faire un premier test pour nous assurer non seulement que nous sommes capables de passer en revue tous les fichiers contenus dans un dossier, pour charger leur contenu tour à tour en mémoire, afin de les retravailler à la volée, juste avec la fonction replace, d'enregistrer les modifications en lieu et place, toujours grâce à notre objet flux lecture, d'inscrire quelques informations dans les cellules de la feuille, d'incrémenter notre variable, de vider nos objets. Qu'en est-il à ce stade? Nous revenons sur notre feuille Excel, et tant qu'à faire, nous allons exploiter les premiers termes de recherche et de remplacement que je vous ai fournis en colonne F, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je les copie et je les colle de barre de formule à barre de formule pour la bonne et simple raison que les sélections ne correspondent pas. Il s'agit de cellules fusionnées à la destination, et voilà, pour éviter d'avoir des soucis, on pourrait le faire par clic droit aussi, ça passerait très bien. Comme je vous le disais, donc effectivement, nous avons nos fichiers de cache, en l'occurrence celui qui est chargé par notre page web HTML, c'est le premier. Mais cette page web est faite pour charger n'importe quel de ces fichiers de base de connaissances. D'ailleurs, la fonction JavaScript sur la saisie semi-automatique permet au choix de l'utilisateur, par mot-clé tapé dans le moteur de recherche, de restituer les informations de base de connaissances de l'un ou l'autre de ces fichiers. Ils sont au nombre de 899. Et donc, c'est ces environ 900 fichiers que nous allons traiter à la volée par notre code JavaScript. Ce que nous souhaitons remplacer, donc, comme je vous le disais ici, il s'agit de balises HTML, mais cette application est vraie pour tout type de remplacement, c'est l'expression classe égale titre 4 par elle-même, mais suivi d'un style qui permet tout simplement d'ajouter un petit décalage vers le bas de manière à aérer la présentation. Cela signifie que, à l'issue, nous devrions constater qu'il y a une modification dans tous les divs qui portent cette classe, et ils sont très nombreux, après l'exécution de notre code. Donc nous revenons sur notre classeur Excel et nous cliquons sur notre bouton démarrer.
pour constater effectivement, vous voyez que instantanément sont retranscrits dans les cellules prévues à cet effet, le traitement n'est pas encore terminé, ça y est, vraisemblablement c'est fait, et bien que tous les fichiers sont tour à tour passés en revue, que vraisemblablement tous les remplacements ont été faits. Il ne s'agit pas d'un seul remplacement par fichier, ils sont très nombreux, il peut parfois y en avoir 20, 30, 50, tout dépend des résultats restitués dans ces bases de connaissances, vraisemblablement, comme vous l'avez remarqué, ils ont tous été passés en revue. Si j'affiche le notepad, celui-ci me dit, écoutez, il y a eu des modifications, effectivement, il y a un programme externe qui s'est chargé de ces modifications, nous le rechargeons, et regardez, la modification est arrivée en lieu et place ici, le style padding-bottom a été ajouté, et c'est vrai dans les 900 autres fichiers. Quelle est l'incidence sur notre page web? Vous remarquez ici, effectivement, c'est elle qui se charge de ces fichiers de base de connaissances. Il y a ces petits liens brisés, ceux-là, nous les retravaillerons à l'issue. Eh bien, nous devrions constater qu'il y a un léger décalage qui se crée lorsque nous allons enfoncer la touche F5, vous voyez que la présentation est légèrement plus aérée. Il y a un espace désormais entre l'image brisée et puis le lien qui est proposé juste au-dessus. D'ailleurs, et pour poursuivre la démonstration, nous revenons sur notre classeur Excel. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Vous voyez, les liens ici ne sont pas fonctionnels. Si nous cliquons sur l'un d'entre eux, en fait, ils conduisent nulle part. D'ailleurs, la page web en informe l'utilisateur pour dire que ce lien est brisé. Tout simplement parce que ce lien est un lien relatif, il faut lui ajouter, on peut le constater ici, dans les href, on va faire une petite recherche, le href désigne, vous voyez directement, une URL de destination, mais il n'y a pas le préfixe du site web qui est concerné, en l'occurrence ici, Bombache. Et c'est la raison pour laquelle, donc, je vous ai proposé, dans les balises A, reconnues notamment par cet attribut targetSelf, qui signifie que l'ouverture se produit en lieu et place, nous allons remplacer par un target blanc, suivi, tant qu'à faire, d'une petite personnalisation des attributs de police, en l'occurrence ici, la couleur de texte et le fait que nous ne souhaitons plus voir apparaître les soulignements des liens hypertextes. Nous revenons sur notre classeur Excel après avoir désigné le terme recherché et le terme de remplacement. Nous cliquons sur démarrer pour enclencher le processus. Nous laissons faire Excel. Nous lui laissons le temps de terminer. Lorsque nous cliquons sur la feuille et que celui-ci nous rend la main, c'est que vraisemblablement le processus est terminé. Quand nous revenons dans notre pad, il y a une modification, nous rechargeons, et nous devrions effectivement constater que désormais, vous voyez, ici le self a été remplacé par un blanc avec des attributs de police. Qu'en est-il si nous rafraîchissons notre page, la couleur et les liens devraient changer. F5, vous voyez que les 900 fichiers ont été impactés, un seul ici sert à la démonstration, mais les 900 ont été impactés, il n'y a plus de soulignement, la couleur du texte a été changée, donc ce sont des remplacements massifs par un code VBA robotisé, c'est fort intéressant. Et comme je vous le disais, donc nos liens ne sont toujours pas fonctionnels, nous devons les rendre fonctionnels en ajoutant le préfixe. J'avais anticipé tout à l'heure en donnant effectivement le sens de la manipulation que nous souhaitions faire, et nous sommes attardés sur d'autres personnalisations qui consistaient à rendre ce lien dans une autre page blanche avec des attributs de couleur. En l'occurrence, ici dans notre balise A, balise HTML, il faut tout simplement rechercher l'occurrence du href. Le href est tout simplement l'attribut qui va permettre de définir le lien de la page web en dur, lien organique. Nous souhaitons le remplacer par lui-même, mais lui ajouter en préfixe l'URL du site, ce qui permettra de pointer précisément sur la page. Nous cliquons sur démarrer pour initialiser le processus de retouche par le code VBA. Vous voyez que là c'est un petit peu plus long, car vraisemblablement il y a beaucoup de liens dans chacun de ces fichiers, mais apparemment c'est fini. Nous rechargeons notre page, remarquez que les modifications sont apparues en instantané, et pour preuve, regardez, il n'y a pas qu'un seul lien, ils sont très nombreux, et tous ces liens sont à chaque fois effectivement retaillés par le code VBA. Si nous rafraîchissons notre page par la touche F5, pas de différence visuelle cette fois, mais constatez que désormais, lorsque nous cliquons sur l'une ou l'autre rubrique, comme effectivement nous avons ajouté le bon préfixe, cette fois-ci ces liens sont fonctionnels. Les 900 fichiers ont été impactés, il y en aurait eu 10 000, le résultat aurait été le même, donc très intéressant pour automatiser, rentabiliser ces processus de remplacement
par une application VBA Excel simplement en désignant un dossier de travail et puis ensuite un terme de recherche et un terme de remplacement. Et pour finaliser notre petite application, et on va dire recouper les démonstrations que nous avions faites dans la formation précédente, souvenez-vous sur les expressions régulières en VBA Excel, ici il s'agit de déceler la présence des balises IMG car elles sont brisées. On ne peut pas les afficher car nous n'avons pas à disposition les images. Et ces balises IMG, vous voyez, sont reconnues tout simplement par l'ouverture de l'IMG ici, et la fermeture qui est tout à fait spécifique, qui se fait par la succession de ces deux symboles, c'est-à-dire l'anti-slash et le symbole supérieur. Nous allons donc ici, et c'est spécifique puisque notre application permettant le remplacement à la volée est finalisée, eh bien utiliser les expressions régulières car il n'y a pas de règle pour savoir ce qu'il y a entre l'ouverture de cette balise et la fermeture, mais toutes ces balises IMG, dans tous ces fichiers, doivent disparaître. Donc nous allons créer une fonction que nous allons nommer découpe spec et qui aura à charge, bien sûr, eh bien, de déceler la présence de ces chaînes, de ces motifs, et de les supprimer, mais comme il n'y a pas de règle, comme je vous le disais, nous devons faire appel aux expressions régulières que nous avons démontrées lors de la formation précédente. Et pour ce faire, nous avons besoin d'instancier la classe. Nous déclarons donc un objet, une variable objet expreg comme un object, donc as object, et dans la foulée, nous allons déclarer une variable, elle aussi, en tant qu'objet, que nous nommons motif, donc as object. Le motif, c'est le pattern, c'est lui qui va nous permettre de définir la signature qui permettra de reconnaître les expressions dans leur globalité qu'il faut supprimer, purger de l'ensemble de nos 900 fichiers. Et dans la foulée, donc, eh bien, nous allons initialiser, instancier la classe permettant d'hériter des propriétés et méthodes pour manipuler ces expressions régulières, comme toujours, grâce à notre précieuse fonction VBA createObject, à laquelle, cette fois-ci, le paramètre qu'il faut passer, toujours spécifique, se nomme VBScript. Il ne faut pas se tromper, bien entendu, il est tout à fait essentiel et rigoureux. Donc vbscript.regex. Alors je m'assure vbscript.regex, donc a priori tout est ok, et il n'y a pas d'erreur, puisque forcément si le nom du paramètre n'est pas le bon, nous n'instancions pas la classe, nous ne pouvons pas hériter des propriétés et méthodes, et nécessairement, nous ne pouvons pas piloter les expressions régulières. L'objectif, comme nous l'avons vu dans la formation précédente, donc, est de pouvoir définir un motif grâce à la propriété pattern. Un motif, en quelque sorte, consiste à dire à VBA, voilà, on cherche toutes les chaînes qui ressemblent à peu près à ça. On va lui donner le point de départ, on va lui donner le point final, et on va lui dire, bah, au milieu, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Mais tout ce qui ressemble à ça, eh bien, il faut que tu l'enlèves, tu le supprimes ou tu le remplaces. Ça peut être des dates, parce que c'est facilement reconnaissable. Il y a plein d'éléments comme ça, des codes postaux, plein de choses. Bref, comment on définit un pattern entre double cotes? On va lui indiquer que, nécessairement, grâce aux parenthèses, ça commence par IMG, la balise IMG, de cette façon-là, donc, avec le symbole supérieur, et puis que, entre l'ouverture et la fermeture, on ne sait pas trop ce qu'il y a. Donc, entre les crochets, on va lui indiquer qu'il peut y avoir aussi bien des chiffres de 0 à 9, 0-9, que des lettres de l'alphabet, de A à Z, donc A-Z, qui peuvent d'ailleurs être en majuscule, donc grand A, grand Z, mais qu'il peut y avoir aussi, puisqu'il y a des liens, des underscores, il peut aussi y avoir des espaces, il peut y avoir des anti-slash comme des slash à cause des chemins d'accès, il peut y avoir des points, puisqu'il y a des URL, il y a aussi parfois des deux points, des points-virgules, il peut y avoir des apostrophes, il peut y avoir le symbole égal, forcément, puisque le SRC est égal, ou encore des tirets qui servent de séparation dans les noms de fichiers désignés pour les images. Et nous allons lui indiquer que cette séquence, dans laquelle nous ne savons pas trop quoi trouver, caractères, lettres de l'alphabet, etc., nous pourrions restreindre ces choix. Mais nous avons besoin d'être large ici, peut se répéter un nombre de fois indéfini, et ça, c'est l'étoile qui suit, qui permet de le spécifier. Et à la fin, surtout, nous lui indiquons que cette séquence se termine nécessairement par la fermeture de la balise, c'est-à-dire un slash, le symbole supérieur, et nous fermons la parenthèse pour lui indiquer qu'il s'agissait bien ici de la séquence précisément à définir.
Ensuite, eh bien donc, nous allons initialiser notre variable motif pour qu'elle puisse justement lancer l'exécution de ce motif, de la recherche de ce motif sur notre chaîne. Donc grâce à notre objet que nous avons précédemment affecté, et grâce à sa méthode exécute. Exécute, oui, mais nous exécutons sur quoi? Nous exécutons sur la chaîne qui est passée en paramètres. Pour l'instant, la fonction n'est pas appelée, mais elle le sera bientôt par notre procédure traité dossier. Et comme nous l'avons vu dans la formation précédente, grâce à une boucle while et notre propriété count, directement appliquée sur notre objet motif, nous allons savoir si la recherche de ce pattern, de ce motif, de cette pseudo-chaîne de caractères avec ses ressemblances a été trouvée. Si c'est le cas, eh bien, à chaque fois qu'elle est trouvée, nous devons la remplacer dans le fichier que nous sommes en train d'analyser. Donc chaîne, qui est le contenu du fichier qui est passé en paramètre de la fonction, doit être remplacé. Nous allons de nouveau exploiter notre objet expreg avec sa méthode replace pour lui indiquer tout simplement que dans notre chaîne, eh bien, nous souhaitons remplacer ce motif, ce pattern, par rien du vide, c'est-à-dire deux guillemets. Et dès lors, puisque nous avons remplacé le premier que nous sommes dans une boucle while, nous allons de nouveau initialiser notre objet à la suite, puisque notre premier motif, notre première balise IMG est censé avoir disparu. Donc nous exécutons de nouveau la recherche de ce motif à l'aide de la méthode execute. Ainsi, vraisemblablement, le test de la boucle while est toujours vrai. S'il est toujours vrai, il continue la suppression et la purge dans ce fichier tant que les expressions sont trouvées. Et comme vous le savez, en VBA, contrairement au JavaScript, au PHP, ce n'est pas l'instruction return que nous utilisons pour retourner la valeur ainsi traitée, mais le nom de la fonction elle-même que nous affectons au traitement que nous avons effectué, reconnu sous le nom de variable chaîne. Et comme nous avons déjà initialisé les traitements précédents ici, nous allons temporairement passer notre variable contenu pour ce qui concerne le traitement de remplacement entre simples codes, mais l'essentiel du code qui nous intéresse, nous, pour l'application de recherche et de remplacement se situe dans traité dossier. Là, c'est une petite, spécificité que nous ajoutons par les expressions régulières, mais dire que nous pourrions les prévoir et surtout constater effectivement les effets visuellement sur notre page web, eh bien, nous allons cette fois-ci affecter notre variable contenu au résultat de notre fonction découpe spec à laquelle nous passons la chaîne de caractères à travailler. Quel est-il ce contenu? C'est tout simplement le contenu reconnu sous le nom de variable contenu. Si nous devions réaliser un test à ce stade après avoir cliqué sur le bouton démarrer, nous constatons vraisemblablement que tous les fichiers sont bien traités tour à tour. Nous attendons que l'exécution se finalise. Et puis, une fois que Excel nous rend la main, nous retournons sur notre page web et constatons que cette fois-ci, c'est magique. Après avoir rafraîchi la page du navigateur, tous les liens brisés disparaissent pour une bonne et simple raison. Toutes les balises IMG dans les 900 fichiers ont été purgées grâce aux expressions régulières que nous avons exploitées dans cette dernière petite fonction. Mais je vous rappelle que le code qui nous intéresse, nous, dans notre application de recherche et de remplacement, de celui que nous avons développé dans notre fonction traité dossier, pour pouvoir, par rapport à un terme de recherche et un terme de remplacement sur enclenchement par le bouton démarrer, remplacer dans tous les fichiers contenus dans le dossier désigné toutes ces occurrences par une action robotisée et on ne peut plus rapide, quel que soit leur nombre donc. Voilà pour cette petite application qui consiste à faciliter la vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.